Bonsoir Soledad, comment vas-tu? Bonsoir Acha, écoute, je vais très bien, je te remercie. Donc là, tu es où actuellement là pendant que nous échangeons? Parce qu'il y a des gens qui aimeraient savoir peut-être où tu es, quel temps il fait. Alors, je suis à l'île de la Réunion et donc il est 18h20, donc il commence à faire nuit chez nous puisque nous sommes en période hivernale. Donc, la nuit tombe plus tôt. D'accord. Donc Soledad, j'ai vu que tu as vraiment une expérience personnelle et professionnelle exceptionnelle. J'aimerais bien que tu la partages avec nous, mais avant cela, est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui es-tu, Soledad? Écoute, je m'appelle Soledad Maillot, j'ai 43 ans donc cette année. Je suis fille unique, je suis titulaire donc d'un diplôme donc bac+4 donc en coaching professionnel. Ce qu'il faut savoir me concernant, c'est que je suis très férue de formation et de développement donc de compétences. Donc je me forme tout au long de ma vie et j'habite à l'île de la Réunion. Voilà. Et tu peux partager avec nous ton parcours scolaire. Je vois que tu as un bac+4. Et Alors comment mon s'est fait ton parcours scolaire, orientation? parcours scolaire, c'est ça? Oui, parcours scolaire, oui. Tu peux nous en parler? D'accord. Alors, mon orientation au départ, donc j'ai commencé par un BTS, donc commerce international, parce que je souhaitais m'orienter donc vers cette voie-là. Par la suite, j'ai entamé donc un DIF, donc j'ai utilisé mon droit individuel à la formation, où j'ai fait une licence donc en communication, alors que j'étais donc salariée d'une entreprise. Et suite à ça, donc licence de communication des entreprises, et quand j'ai intégré donc l'établissement donc France Travail, donc ex-Pôle Emploi, donc j'ai à nouveau donc utilisé donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le CPF, donc le compte personnel de formation, pour faire ma formation de coaching professionnel. Donc je suis coach professionnel certifié de la Haute École de Coaching aujourd'hui. Et en parallèle, donc je continue donc à me former et à me spécialiser, notamment sur l'accompagnement des adultes surdoués, puisque j'ai suivi une formation avec AFM donc, et Fabrice Michaud, et je me forme régulièrement à la PNL, analyse transactionnelle, tout ce qui tourne autour de mon métier et de mes compétences aujourd'hui. Et je suis en train de me former au coaching d'équipe et à l'ikigai aussi. Voilà. Ah, c'est super intéressant. Donc, toi, ce que tu conseilles, c'est vraiment de se former tout au long de la vie. Pourquoi? Oui. Alors, ce que je conseille, c'est vrai que on a tendance à dire, alors, c'est une croyance parfois informelle, parfois limitante, qu'arrivé à un certain âge, lorsqu'on est en activité professionnelle, donc on reste dans cette activité-là, on se sent pas bien, on a envie d'évoluer, que ce soit en interne ou en externe, et on se dit, ben, comment faire? Alors pour moi, un des leviers de l'orientation, c'est passer peut-être par un bilan de compétences, soit faire du coaching, mais ça passe aussi pour moi par la formation, parce que je pense que sur mon activité aujourd'hui, pour être coach professionnel, il faut avoir la méthodologie, il faut adhérer donc à une charte de déontologie. Donc pour moi, c'est important de se former tout au long de la vie, et ça concourt aussi à être acteur donc de sa vie professionnelle, et c'est un vecteur pour moi, je pense, de réussite et d'inclusion au sein de la société. Ce qui te permet aujourd'hui d'avoir plus de responsabilités dans ta vie professionnelle. Tu veux partager avec nous tes différentes casquettes que tu portes aujourd'hui? Ah oui, effectivement. Donc, je suis multicasquette. Je suis en entrepreneuriat. Donc, je suis coach professionnel, comme je l'ai dit, hein, pour les femmes atypiques, principalement.
Donc, je les aide donc à développer leur potentiel et à vivre une vie plus alignée. Donc, quand on dit femme atypique, c'est femme hypersensible, au potentiel, multipotentiel, au potentiel émotionnel, enfin tout ce qui tourne autour de l'atypie. Donc, en individuel, donc je fais ça, euh, l'accompagnement donc des femmes atypiques, et en collectif, donc j'anime des ateliers collectif autour de tout ce qui est développement personnel, donc la confiance en soi, la gestion de ses émotions, prise de parole en public. Et je fais aussi du coaching d'équipe et je vais mettre aussi en place bientôt donc des ateliers Ikigai. Ça, c'est pour la partie entrepreneuriat. Sur la partie donc bénévolat, je suis secrétaire régionale emploi, formation et orientation professionnelle au sein d'une organisation donc syndicale. Et à ce titre, je siège donc dans plusieurs instances en lien avec l'emploi, la formation et l'orientation, notamment le CREFOP, transition professionnelle et depuis cette année donc au Césaire de la Réunion aussi, dans les commissions ad hoc, formation, éducation, recherche, etc. C'est super intéressant. Est-ce que, par exemple, pour conseiller les professionnels ou les personnes qui hésitent justement à s'engager dans des organisations syndicales, soit des organisations salariées ou patronales, ou même des organisations engagées pour la Mhm. vie économique du territoire, quel conseil tu pourrais donner Mhm. à des personnes qui veulent faire comme toi pour justement pouvoir intégrer ce monde, qui est quand même un monde assez particulier, parce que c'est prendre de la hauteur, j'imagine, être avec des Mhm. personnalités qui prennent des décisions. Voilà. Quel était ton parcours si tu veux le Mhm. partager? Sinon, tu nous donnes des conseils pour aller dans le même sens que toi. Alors, mon parcours, pour faire du syndicalisme, on commence par l'entreprise. Donc, on est élu au sein d'une entreprise. Donc, moi, j'ai été élue donc au comité social économique donc de mon entreprise, donc France Travail. Ensuite, je suis passée donc déléguée syndicale. À la suite de ça, donc au niveau de mon organisation, on a plusieurs donc secteurs. Donc, j'ai été ensuite élue au sein du syndicat de mon secteur d'activité. Donc là, on reste dans ma branche activité. Et à la suite de ça, donc suite au dernier congrès, on a ce qu'on appelle une organisation régionale, c'est-à-dire qu'on a l'organisation régionale, après on a les différents syndicats qui composent cette organisation régionale. C'est un peu ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler dans une entreprise le comité de direction ou commission exécutive, etc. Donc si je devais faire le parallèle avec une entreprise, et on est venu me chercher pour aller donc sur la partie interprofessionnelle. Et c'est comme ça que je suis arrivée membre de commission exécutive et secrétaire régional emploi, formation et orientation professionnelle. Alors, c'est un parcours qui est atypique parce que j'ai fait ce cheminement en 5 ans, qui est relativement peu. Parce qu'en général, les gens prennent enfin, beaucoup, beaucoup de temps pour arriver donc, au niveau donc, de l'organisation régionale. Et je pense que j'ai prouvé aussi que j'avais les compétences, les aptitudes, les capacités et surtout que j'avais envie de contribuer donc au rayonnement du territoire, j'avais envie de contribuer donc aux intérêts catégoriels de mon organisation. Alors il faut pas, si je devais donner un conseil, c'est que lorsqu'on est élu au CSE ou délégué syndical, surtout quand on est une femme, hein, puisque bon, je peux parler de ma condition donc à moi. Quand on est une femme, il faut pas avoir peur donc de prendre sa place, parce que même dans l'environnement syndical ou même aujourd'hui dans l'environnement des collectivités, des instances de la société civile ou des instances publiques ou politiques, on a quand même un rayonnement où on voit une majorité d'hommes, même à La Réunion. Donc, ce qui veut dire que les femmes ont encore une place à prendre pour pouvoir contribuer donc au rayonnement donc de leur territoire et faire porter leur voix tout simplement parce que je pense que le fait d'être une femme on porte la voix différemment dans ce type d'instance. Donc moi, je suis beaucoup plus dans la médiation et dans la régulation plutôt que de taper du poing sur la table à tout va. Donc il faut trouver sa juste place, mais il faut aussi oser prendre sa place et oser prendre la parole. Quand je siège, comme tu disais tout à l'heure, dans des instances, donc avec des personnes qui sont décisionnaires hein, au niveau politique,
de par la confiance que j'ai pu donc développer par rapport au mandat que j'occupe actuellement, ça me permet donc d'asseoir un peu plus donc mon propos et de prendre ma juste place et d'oser dire ce que je pense dans l'intérêt donc catégoriel ou dans l'intérêt donc du territoire. Je parle pas en mon nom, je parle au nom des autres. Et c'est ça qui est important et qui du coup me booste aussi dans mon activité auto-entrepreneur puisque le fait d'animer des ateliers confiance en soi me légitime donc dans le cadre de mes je suis plus légitime du fait du cadre de mes mandats. Ah oui, tu as fait une très très belle transition, tu as anticipé, parce que justement, tu as parlé de confiance, ça a résonné en moi, parce que c'est vrai, tu as parlé de Mhm, légitimité, ça a résonné en moi, parce que je pense qu'il y a des femmes qui t'en ont parlé, des femmes que tu accompagnes, qui sont exceptionnelles, qui sont extraordinaires, qui ont ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc, tu as des conseils à donner tout aux à fait. femmes qui ont ce fameux syndrome de l'imposteur? Mm. Alors, le conseil que je pourrais donner, effectivement, les femmes qui sont atypiques ou pas atypiques, il y a beaucoup de femmes qui ont ce syndrome de l'imposteur et qui n'osent pas. Ce que je disais, donc, prendre sa place. Juste en parallèle, quand on a un poste équivalent entre un homme et une femme, un homme, il va remplir 80-90% donc, des compétences et des aptitudes avant de postuler au poste. Alors que les femmes, elles vont attendre d'avoir 100% pour pouvoir postuler un poste parce qu'elles se disent non, je ne suis pas légitime, il me manque encore des choses pour pouvoir postuler, etc. Alors que les hommes, ils ne se posent pas cette question-là. On a beaucoup plus ce côté, comme tu disais, syndrome de l'imposteur. Alors pour sortir de ça, je pense qu'il faut bien se connaître. Il faut connaître ses valeurs, il faut connaître ses besoins, il faut connaître ses compétences, il faut connaître ses capacités, mais aussi peut-être faire un parallèle sur le parcours qu'elles ont eu jusqu'à présent et valoriser toutes les réussites. Parce qu'on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, alors que ces femmes-là ont déjà réalisé des belles choses, parfois qu'elles minimisent, alors que ce sont des choses qui sont peut-être pas à la portée de toutes et de tous. Donc, valoriser ces réussites, se dire qu'on est légitime si on est à cette place-là. Moi, quand j'anime des ateliers au sein des structures, je me dis, si la personne est venue me voir, ça veut dire qu'il me fait confiance. Et s'il me fait confiance, ça veut dire qu'il reconnaît mes compétences. Donc, être au clair avec ses compétences, être au clair avec ses attitudes, connaître ses valeurs aussi, c'est important pour savoir dans quel milieu, dans quel environnement on peut évoluer et ne pas hésiter donc à faire appel à des mentors aussi qui peut servir de valeur d'exemple parce que c'est vrai qu'on manque de modèles féminins pour se dire ah ben finalement comment je fais pour ressembler à un tel, un tel, un tel. Même à la Réunion, on manque encore de modèles féminins et c'est pour ça que je pense que l'émancipation et la place des femmes aujourd'hui est importante à la Réunion. C'est pour ça que moi, en individuel, j'ai décidé d'accompagner les femmes parce que euh, vous avez du potentiel. Elles ont du potentiel, sauf que le potentiel est méconnu et n'est pas encore mis en valeur, mis en lumière. Donc, il faut qu'elles se saisissent de ça parce que elles sont pas moins que les autres. C'est juste qu'il faut qu'elles prennent conscience de leur potentiel. Et après ça, je suis sûre que elles vont oser, elles vont briller. Waouh, waouh, tu m'as tellement inspirée, je me suis tellement reconnue. Euh, Mm, et ça résonne tellement en moi. Et donc, d'après ce que je comprends par rapport à ce que tu dis, j'essaie de lire aussi entre les lignes. De me dire aujourd'hui, le mm, syndrome de l'imposteur ne concerne pas que des femmes, par exemple, qui vont occuper des postes considérés entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas de poste de moindre importance. Mais aussi, et tout à fait. parfois même plus des femmes qui vont occuper des Mm, postes à haute responsabilité où leur management oui. peut être remis en question, où elles vont avoir des Mm, doutes par rapport à leur management, par rapport à leur posture, à leurs mm, compétences. mm, Et vu que tu les accompagnes, imaginons il y a une femme, justement, cette femme, appelons-la, j'adore Anna, appelons-la Anna. Donc Anna occupe un poste mm, à haute ok. responsabilité au sein, d'une collectivité, d'accord, elle arrive, Mm, elle est entourée d'hommes.
Du coup, elle va douter de ses compétences, elle va peut-être moins s'imposer par rapport à ses hommes, par rapport à ses idées. Comment tu peux faire pour aider Anna? Et si Anna t'écoute, qu'elle puisse venir vers toi et que tu puisses l'aider. Qu'est-ce que tu peux dire à Anna? Comme je te disais, je dirais à Anna déjà que, alors si elle est entourée d'hommes, elle est manager, peut-être qu'elle est membre d'un comité de direction au niveau d'une collectivité, c'est déjà de faire le point sur comment elle en est arrivée là. Comment elle est arrivée aujourd'hui donc à devenir manager et si elle est manager dans une collectivité, ça veut dire déjà qu'elle a des compétences, qu'elle a des aptitudes. Ensuite, je pense que ce qui manque à Anna, c'est oser prendre la parole, oser prendre sa place. Donc, comment on va faire pour qu'elle ose prendre la parole et qu'elle ose prendre sa place? C'est aussi se détacher du jugement des autres. Parce que souvent, les femmes ont peur de prendre la parole parce que soit elles sont pas préparées, soit elles savent pas comment s'imposer, soit elles sont pas structurées parce que c'est souvent dans la prise de parole que parfois ça coince avec des collaborateurs ou avec des membres de même au même niveau. Donc déjà structurer, faire du coaching sur la prise de parole. Déjà ça c'est important. En deuxième lieu aussi, il faut savoir donc quel est son objectif. Tu vois, donc quand elle intervient, ça veut dire que on s'adresse pas pareil en fonction de l'objectif qu'on a. Est-ce qu'elle veut informer, elle veut mobiliser, elle veut convaincre, c'est quoi son objectif? Et en fonction de ça, elle va structurer sa prise de parole, elle va structurer donc son propos. Connaître, et c'est ce que je disais, quand on fait du coaching, on travaille sur les valeurs, les besoins, les croyances et les limites. Alors, les limites qui sont récurrentes chez les femmes, donc quand on arrive manager, c'est le poser des limites. Comment je pose des limites? Comment je pose des limites avec mes homologues masculins? Comment je pose des limites avec mes collaborateurs? Comment je responsabilise les uns et les autres pour que moi, je puisse mener à bien mon projet, ma carrière, ma mission? Parce que parfois, elles n'osent pas dire non, parce qu'elles veulent se faire plus aimer, plus accepter, parce qu'elles se disent, on parlait du syndrome de l'imposteur, ah mais si je suis là, c'est parce que c'est un concours de circonstances, je suis là parce que j'ai eu de la chance. Non, elles sont là parce qu'elles ont mérité d'être là. Elles sont là parce qu'elles ont des compétences et qu'elles ont des aptitudes. Donc, il faut qu'elles le reconnaissent, qu'elles le valorisent et qu'elles le portent pour qu'elles soient au même niveau donc, que les hommes qui siègent donc, au niveau des comités de direction ou même les autres collaborateurs. C'est poser des limites, connaître ses valeurs, connaître quels sont ses besoins, parce qu'à un moment donné, quand on n'ose pas, ça veut dire qu'il y a un besoin derrière qui n'est pas nourri et que comment on arrive à nourrir donc ce besoin-là pour justement prendre sa juste place. Moi, le leitmotiv, c'est prendre sa place, quel que soit le contexte et l'environnement dans lequel elles évoluent. Et je suis sûre que Anna, quand elle aura fait toute cette étape-là, elle pourra que être mieux et à l'aise donc dans ses missions, dans ses activités et pourquoi pas gravir encore plus les échelons. Parce que quand on a confiance en soi et quand on ose prendre sa place, ça transpire. Ça se voit que la personne, elle a plus d'assurance et qu'elle a envie. Et du coup, on va plus lui faire confiance et c'est une question aussi de respect. Se respecter soi, respecter l'autre, mais que les autres nous respectent aussi dans notre individualité, dans notre différence. On va finir par un message pour les hommes. On a beaucoup parlé des femmes qui sont exceptionnelles, qui veulent faire, qui en veulent, qui sont là au service du territoire, qui sont là au service des autres femmes comme toi. Et maintenant, les hommes. Mhm, Quel message pourrais-tu passer aux hommes, parce que tu as toute cette expérience, tu as travaillé dans un milieu d'hommes. Parfois, c'est facile, parfois, c'est difficile, mhm, parfois, c'est très, très difficile. mhm, mhm. Le message que je pourrais dire aux hommes, c'est, alors je sais pas si je peux dire comme ça, mais soyez fair play, soyez fair play. Laissez-nous prendre la place qu'on mérite. Parfois, il faut être, au lieu d'opposer
Tu vois, donc les gens, je préfère parler de complémentarité, c'est-à-dire que on n'est pas mon objet, enfin l'objectif de mon intervention, de mon accompagnement, c'est pas de dire que il faut que les femmes elles soient là et que les hommes ils soient là, mais on a du retard à rattraper, notamment on le voit hein, en termes de d'égalité salariale. On est confronté au plafond de verre, à discrimination à l'embauche, de par les congés maternité, etc., etc. Ça, c'est une réalité. Donc, j'ai envie de dire, on ne pourra pas évoluer, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas prendre notre juste place si on n'est pas dans la complémentarité avec les hommes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à marcher côte à côte et qu'on ait aujourd'hui des problématiques et une vision qui soit commune de comment on a envie de s'intégrer dans la société, comment on veut œuvrer et comment chacun amène sa pierre à l'édifice. Et je pense que il y a un mouvement aujourd'hui, hein, de plus en plus. Hein, on voit des hommes qui sont sensibilisés donc à l'émancipation des femmes, au leadership donc féminin, à la place des femmes dans la société, dans les entreprises. Donc ça veut dire que les lignes bougent au fur et à mesure, mais elles bougent peut-être pas suffisamment pour certaines. Moi, j'ai envie de dire, voyons le progrès qui est fait aujourd'hui, mais voilà. Soyons dans la complémentarité et avançons ensemble. C'est une très, très belle conclusion. Merci, merci du fond du cœur, Soledad. Ce message, je suis sûre, va Merci à toi, résonner Rachel. auprès de centaines de lecteurs, donc des lectrices, auprès de milliers de femmes qui me suivent sur les réseaux sociaux et je vais m'assurer qu'il arrive à bonne destination. Merci à toi.